pourra dire comme fer à cette histoire de chauffeur pour les calculs, de la pierre magique, etc., du pingouin, et à chaque fois, je sais pas, je vais dans un autre monde, j'oublie mes problèmes, et je vous en suis reconnaissant, parce que le roman, c'est ça, c'est oublier les problèmes de tous les jours pour se plonger dans une histoire magnifique, mais par contre, dans tous vos romans, il y a cette histoire de corruption qui est quand même grandiose. Partout, il y a de la corruption. Je voulais savoir si c'est autant que vous le dites dans tous vos romans. Toute ces corruptions, elle est... Oui, savez-vous, avant septembre, je pensais que la corruption ukrainienne est la meilleure. Mais en septembre, j'étais sur... j'avais des événements de lecture en Afrique du Sud. Et maintenant, je sais, nous sommes seulement le numéro 2. Oui. S'il vous plaît. Après j'ai deux questions. Du coup, j'en viens pas à la politique, je suis désolé. Oui, je comprends. Oui, en fait, la population d'Ukraine, avec la Crimée, 45 millions, sans Crimée, 43 millions. Entre 7 et 10 millions, c'est les Russes ethniques. Les Russes ethniques qui habitent dans le centre du pays, à Odessa, dans le sud, très souvent ils sont bilingues, mais ils parlent russe bien sûr, et à Kiev, la capitale, 70% des populations parlent russe. Aussi, il y a des populations de russophones aussi à Lemberg, à Lviv, 15% de population, plus dans la Transcarpathie, Užhorod, sur la frontière avec Hongrie, beaucoup plus dans la région d'Odessa. En fait, je crois à Odessa, c'est 80% des russophones. La langue russe n'était jamais interdite, mais il y avait toujours des discussions parce que la seule langue officielle est ukrainienne, mais 90% des journaux et des magasins en Ukraine sont imprimés en russe. 90% des livres dans les librairies en Ukraine sont imprimés en russe ou importés de la Russie. Comme ça, il y a toujours des Ukrainiens mécontents, il y a toujours des discussions à propos de la langue, mais sur le niveau politique et sur le niveau des intellectuels, pas entre les gens normaux sur la rue, parce que si on va dans un magasin, dans un supermarché, c'est très normal que les vendeurs parlent ukrainien, les acheteurs russes, ils ne changent pas, ils comprennent un autre. Mais il y a bien sûr une différence entre la langue russe et la langue ukrainienne, c'est comme entre l'allemand et le hollandais. Les Russes de la Russie pensent souvent qu'ils comprennent tout, mais ce n'est pas vrai. Et les Russes de l'Ukraine, normalement, comprennent 80-90% parce que la langue ukrainienne est présente aussi dans les régions russophones, sur la télé, sur la radio, et tout ça. À propos les critères ethniques, oui, ça reste pour beaucoup des Ukrainiens dans l'Ukraine d'Ouest. Le mot ukrainien ne signifie pas le passeport, ça signifie l'origine. Et à cause de ça, il y a beaucoup de débats, mais ces débats sont pas vraiment nationaux. Parce que pour la majorité, c'est pareil. Oui, je crois, je ne sais pas si j'ai répondu. Quelque chose pour promotion de la langue ukrainienne, mais rien n'était fait pendant 25 ans. À cause de ça, bien sûr, les nationalistes ukrainiens étaient toujours, on dit, разочарованные, frustrés déçus avec aussi politiciens ukrainophiles ou nationalistes, parce que chaque fois un nouvel groupe de politiciens arrive dans le Parlement, il oublie les promesses et commence à chercher le moyen de gagner l'argent. Comme ça, le problème va rester jusqu'à on trouve une balance normale entre la quantité de gens qui parlent la langue et vraiment la produit dans cette langue.
J'aime inventer des histoires depuis l'enfance. Et pour moi, le processus est plus important que le résultat, parfois. En fait, j'écris seulement une histoire si je suis moi-même surpris par cette histoire, par les choses qui se passent là. Si je ne suis pas surpris, j'arrête. Et il y a quelques romans qui n'étaient pas finis à cause de ça. Mais pour moi, je n'ai fait de plan. J'ai jamais écrit qu'est-ce que va passer dans ce chapitre jusqu'à la fin. Je prépare l'histoire dans ma tête, je me raconte cette histoire. Parfois, je la raconte à mes amis en changeant les détails, tous les personnages. Et quand je pense que l'histoire est moins ou plus près, je commence à écrire. Et le début est toujours très difficile. À commencer, les premières 60-70 pages sont toujours difficiles. Oui. Mais après, quand le début est fait, et c'est comme j'ai construit un petit monde, j'ai décidé qui va habiter là, j'ai construit des maisons, des appartements, des rues, des bars, des cafés, et à partir de ce moment, je peux exister dans le même moment dans ma vie réelle avec ma famille et dans le monde inventé. Et j'adore cette vie double. Et à cause de ça, c'est toujours dommage de finir le roman parce qu'après, il faut encore une fois construire un autre monde. Vous êtes Gémeaux? Hein? Vous êtes Gémeaux? Gémeaux? Gémeaux de Jiminy. Ah non, non. Merci. C'est vraiment étonnant. Je vais vous poser une question. Comment voyez-vous l'avenir de l'Ukraine à l'heure actuelle? Oui, aujourd'hui, la situation est très difficile et bien sûr, avec des politiciens d'aujourd'hui de la Russie, je crois jusqu'à M. Poutine disparaît. Oui. Il n'y aura pas de changement dans les relations entre la Russie et l'Ukraine. En fait, il a fait tout pour être isolé, pour n'être capable de revenir vers une relation normale avec l'Occident, avec les États-Unis, mais aussi avec l'Ukraine. Et maintenant, bien sûr, il veut garder la Crimée, mais il ne veut prendre annexer Donbass. Et pour les séparatistes de Donbass, le Kremlin, le président de la Russie, sont devenus les traîtres. Ils sont très fâchés maintenant, mais bien sûr, la situation avec ce territoire va rester comme aujourd'hui, va être congelée. Et je crois Donbass, une partie de Donbass va répéter le destin de Transnistrie. Oui, Mais je crois plus tragique, plus dramatique que la Transnistrie. Parce que la Transnistrie, c'est la région des séparatistes en Moldavie, sur la frontière avec la région d'Odessa en Ukraine. Mais là, c'était la région industrielle de Moldavie, très soviétique. Et c'était aussi la région où l'armée soviétique numéro 14 était stationnée. C'est-à-dire que c'était la région avec la population militaire. Parce que les officiers avec ses familles habitaient là, il y avait des soldats, il y avait des ouvriers. Et la Moldavie, c'est un pays agricole. C'est-à-dire que c'était une région industrielle et 80% des territoires de vignes, des fermes, d'agriculture. Ici, à Donbass, les usines, les mines sont détruites. En fait, les séparatistes maintenant ferment les mines qui étaient subventionnées par l'État ukrainien pendant 25 ans. Et il y a beaucoup de tragédies là, parce que bien sûr, pas tous les gens qui habitent là, en fait, veulent devenir les Russes ou rester dans cette république artificielle. Mais je peux vous dire que, bien sûr, la situation avec des réfugiés syriens est beaucoup mieux organisée ici en Europe que la situation avec les réfugiés ukrainiens en Ukraine. Parce qu'on a
500 000 réfugiés en Ukraine, des Donbass et de la Crimée. Et beaucoup de réfugiés, ils ne sont pas vraiment aidés, et après quelques mois, ils reviennent sur le territoire des séparatistes, parce que là, ils ont des maisons, des appartements, on peut survivre, mais bien sûr, c'est le territoire sans loi, c'est-à-dire que les militants peuvent comment dire, nationaliser ou privatiser les voitures des gens privés, les magasins, tout ça. C'est-à-dire que c'est la vie sans règles. Et je pense que ça va rester comme ça pour, au moins pour 3, 4, 5 années. Il y a un autre problème légal. Il y a 40, 50 000 de gens qui ont fait les crimes criminels. Oui. Et bien sûr, beaucoup de ces gens au début partaient pour la Russie. Ils restent là. Mais bien sûr, il y a beaucoup de gens qui tuaient ses voisins pour récupérer l'argent, tout ça. Il y a beaucoup de gens tués, mais pas identifiés dans ces territoires. Et c'est triste. J'ai visité 2 fois cette zone, la ligne de front, pour parler aux soldats, aux gens qui habitent là, aux volontaires. C'est une situation vraiment sans solution vite. Mais ce que vous disiez, pardon, excusez-moi, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce que vous vouliez dire, c'est qu'en fait, dans ces États post-soviétiques, on était citoyen soviétique de nationalité quelque chose. Oui. Et c'est resté en Russie, vous êtes citoyen russe, de nationalité russe, ou de nationalité ukrainienne, ou lituanienne, ou polonaise, ou ce que vous voulez. Et ça, c'est resté également en Ukraine. Donc vous êtes citoyen ukrainien, mais vous pouvez être russe, comme vous pouvez être juif, comme vous pouvez être moldave ou polonais. Dans la région de Lviv, vous avez énormément de Polonais, avec la nationalité polonaise. Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, le conflit était pas, comment dire, autour de... Ce n'est pas national. C'est pas national parce que 50% des populations de Donbass, c'est les Ukrainiens ethniques russophones. Ben oui. Mais il y a aussi beaucoup de villages ukrainophones à Donbass et de villes. C'est très mélangé parce que la région a été développée dans les années 30 du XXe siècle par la partie communiste et il y avait des cent mille ouvriers avec familles de régions de la Russie différentes, d'Ukraine de l'Est, d'Ukraine de l'Ouest, qui étaient déménagés pour développer les industries là. Et à cause de ça, je crois, les gens qui habitent là aujourd'hui, ils ont encore cette mentalité soviétique un peu russe collective. Ils sont passifs, ils attendent qu'ils... on leur apporte... Oui, oui. Tout doit être organisé pour eux. Il n'y a pas beaucoup de petits business là, petits entrepreneurs. Et en Ukraine de l'Ouest, c'est 90% des gens, c'est le petit entrepreneur, c'est les individualistes. Et la mentalité, la frontière entre la mentalité collective et la mentalité individualiste, il y a 10 ans, coupait le pays en deux. Mais maintenant, c'est seulement dans 10 ans, cette frontière s'est bougée vers la Russie, vers la frontière avec la Russie. Et je crois, si on n'aurait pas ce conflit, cette guerre, dans 10 ans, peut-être la frontière mentale pouvait coïncider avec la frontière d'État. Voilà, avec la frontière d'État, avec le don. Alors, vu que l'Occident, on est très mal informé sur ce que vous nous racontez, et on a un peu l'impression que le pouvoir de Kiev n'a pas fait ce qu'il fallait néanmoins pour dialoguer avec le Donbass. C'est un peu l'impression que moi j'ai eue avec ce que j'ai lu. Le problème est qu'il n'y a personne avec qui on pouvait avoir le dialogue. Les séparatistes jamais avaient une représentation politique. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de parti vrai politique qui représente les idées des séparatistes. Il y avait des partis corrompus, la partie de Yanukovych, qui contrôlait cette région, la partie des régions, qui annonçaient qu'ils sont pro-russes, mais en fait, ils n'étaient pas pro-russes, ils étaient pour leur-même.
parce qu'il ne laissait pas les investissements russes dans les régions de Donbass. Et c'était un jeu toujours, jeu typique ukrainien pour recevoir l'aide, le crédit des deux côtés, d'Occident et de la Russie. Et je comprends aussi les politiciens russes qui étaient fatigués avec cette situation parce qu'ils pensaient qu'ils peuvent acheter, comment dire, économiquement l'Ukraine pour le monde russe, pour une association, union des doyens, tout ça. Mais bien sûr, ce n'était pas possible aussi avec Yanukovych qui jouait avec l'Europe. Ce n'est pas quelqu'un intellectuel. C'est pas quelqu'un éduqué, c'est quelqu'un qui a passé 2 fois dans la prison pour le crime, pour les choses criminelles, oui. Et personne à Bruxelles s'est posé une question pourquoi le 26 septembre 2013 il a décidé de signer l'accord économique avec l'Europe. Quelqu'un qui est vraiment contre l'Europe. Oui, ça c'est surprenant. Oui, mais personne à Bruxelles a demandé pourquoi ce changement. Mais ça c'est choquant de notre part à nous, hein. Oui, mais je comprends pourquoi, mais personne ne dispute, ne débat pas sur ça, parce que par cette action, il a chantagé Poutine pour recevoir encore plus d'argent. Et enfin, il a réussi de recevoir le promis de 33 milliards d'euros. Et à cause de ça, il a dit qu'on arrête préparation pour l'accord, on va rester maintenant avec la Russie. Mais si on répète chaque jour, pendant quelques mois, que maintenant on va faire l'Ukraine un État européen, et un jour il dit non, on arrête. Bien sûr, toute la population pro-européenne demande pourquoi. Nous sommes prêts, nous sommes déjà en Europe. Mais il y avait bien sûr beaucoup de gens qui étaient déjà fâchés avec le parti de région, avec la corruption. Et après la première violence le 29 novembre, les gens qui étaient arrivés sur le Maïdan de tous les côtés d'Ukraine, ce n'étaient pas les révolutionnaires qui en fait demandaient que tout de suite on signe l'accord avec l'Europe, c'était les gens qui étaient fatigués de corruption locale, qui étaient fatigués de vie sans règles, sans loi. Oui. C'est un peu naïf quand même, hein. Oui. Mais c'était une naïveté avec des conséquences pour le monde entier. Oui, Bien sûr. Naïf ou pas naïf? Naïf ou pas naïf, là ils se sont battus, hein, ils se sont battus pour quelque chose qui leur était important. Et c'est ça, Oui. voilà, si on regarde le 14 juillet 1789, hein, c'est un type qui est bègue, qui est un avocat qui ne sait pas parler dans un prétoire, qui monte sur un banc et qui dit il faut prendre la Bastille. Camille Desmoulins. Voilà, et ça commence comme ça. Et ça a une influence énorme. Alors par contre, ce que j'aurais, vous parliez des gens, des Ukrainiens qui étaient prêts à passer dans l'Europe. Est-ce qu'il n'y avait pas effectivement une partition justement dans cette zone est du Donbass autour de Donetsk et l'autre partie qui était prête à aller en Europe, à accepter le marché européen, alors que les autres ne voulaient pas. Oui, en fait, il n'y avait pas du mouvement anti-européen actif, populaire. Il n'y avait pas et il n'y en a pas aujourd'hui. Il y a des politiciens, des chefs de séparatistes qui font les pubs, les slogans contre l'Europe en disant que si on approche l'Europe, il faut accepter que 50% des populations deviennent homosexuelles. Et des choses comme ça. L'Europe apporte des cocaïnes, des drogues en Ukraine. Oui, mais il n'y a pas du mouvement populaire, il n'y a pas de parti. En Ukraine, c'est un pays avec une tradition anarchique ancienne. À cause de ça, on a plus que 200 partis politiques enregistrés dans le ministère de la Justice. Mais presque tous les partis sont comme les associations des amis
sans idéologie. Mais ce que vous dites, c'est un petit peu normal qu'il y ait 200 partis à partir du moment où pendant X années, on avait le droit de rien dire, il n'y avait qu'un parti ou les 100 partis, il n'y avait pas autre chose, partini, despartini, Oui. c'est tout. Bien sûr, quand on leur dit bah, vous êtes libre, vous avez le droit de penser, vous créez les partis, et comme vous dites, il y a un côté anarchisant en Ukraine, ne serait-ce qu'avec Marmont, voilà. Et ça, c'est quand même le seul endroit où vous avez eu une république libertaire qui a tenu le coup. Oui. C'est le seul pays. Même en Espagne, ça n'a pas fonctionné. Comment est-ce que les Ukrainiens de l'intérieur ont vécu la séparation de la Crimée, dans la mesure où la Crimée était quand même très rattachée à Moscou En fait, oui, le gouvernement ukrainien n'a jamais travaillé dans l'intérieur du pays. Je veux dire qu'il n'y avait jamais un concept de politique, des actions politiques pour intégrer les régions différentes. C'est-à-dire que la Crimée et Donbass étaient toujours sur l'influence informatique et culturelle de la Russie. Et c'était clair, c'était normal, chaque fois que je suis allé régulièrement avant à la Crimée pour les vacances de Noël avec mes enfants. Et à Sébastopol spécialement, on arrive, on voit des drapeaux russes partout, des slogans, des affiches de la partie ukrainienne qui s'appelait Russkое единство, l'unité russe, avec des drapeaux russes sur... Et on a pensé que c'est les gens soviétiques, ça va arrêter avec la génération, peut-être. Mais après l'annexion, bien sûr, les gens étaient choqués, parce qu'ils ne pouvaient pas croire que c'est possible dans cette époque annexer territoire en utilisant les armes. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois il y a beaucoup des Ukrainiens qui pensent que maintenant, c'est à cause de ça, on ne voit pas amitié possible avec la Russie dans l'avenir. Parce que c'est... Mais la Crimée, de toutes les manières, elle était tatare. Elle était turque et tatar, Elle oui. était turque d'abord, Oui. et ensuite D'abord, et tatare, après, c'était... le passage de la Crimée Oui, à la Russie. il y a 100 ans, je crois 80% des populations étaient tatars. Des tatars, oui. Une question. Oui. Mais je crois, j'aime beaucoup des animaux dans les romans à cause des vies tragiques de mes animaux dans l'enfance, parce que c'était seulement, pas seulement les hamsters qui étaient morts chez moi. Mais j'ai choisi le pingouin pour le roman parce que les pingouins sont les animaux soviétiques. Ils sont collectifs, ils ne peuvent pas survivre seuls. Ils existent seulement dans les groupes, comme les gens soviétiques. Et pour moi, c'était... on essaie de comprendre comment un homme soviétique, post-soviétique, qui doit survivre seul, après il a vécu dans la vie collective pendant les années soviétiques, comment il peut survivre avec un pingouin qui est dépressif et séparé du groupe, qui ne peut pas vraiment dans la nature survivre seul sans le groupe. À propos de l'humour, je crois, je suis vécu dans l'époque de l'humour soviétique. Et l'humour soviétique, c'était le moyen de combat contre la doctrine communiste, contre l'absurdité soviétique. Et je crois que cet humour formait une psychologie spéciale. C'est-à-dire que je suis habitué de, sans contrôler, trouver, quand je regarde quelque chose, je trouve tout d'abord, je trouve les choses bizarres avec mes yeux. Et seulement après, je cherche les choses normales. Et si je suis content chaque fois, s'il y a des choses bizarres, c'est la vie normale, tout va bien. S'il n'y a pas de choses bizarres, des choses absurdes, c'est la vie artificielle.
comme dans l'hôpital. Voilà. Je voudrais que vous nous parliez d'autres écrivains russes ou ukrainiens, parce que ici en Europe, on a des best-sellers d'écrivains comme Tom Robb Smith qui ont fait, qui ont écrit beaucoup sur la Russie. Bon, par exemple, il y en a un que j'adore, c'est Robert Little. Mais on connaît beaucoup, c'est beaucoup des gens qui étaient soit américains, soit anglais, et qui ont écrit sur la Russie. Et c'est pas un hold-up sur la culture russe, mais vous, en tant qu'écrivain russe et ukrainien, pouvez nous parler des autres écrivains qui vous ressemblent et qu'on n'a pas entendu parler encore en Europe, et que pour vous, dans votre cœur, ils sont importants. Parce que, Non, voilà. En fait, les auteurs russes qui j'aime, ils sont connus, ils sont traduits, c'est Vladimir Sorokin, Ulitskaya, Boris Akunin, Andrei Gerasimov, qui habite à Moscou, Alexandre Snigirov, c'est un jeune écrivain qui a reçu hier le prix Booker russe. Ah, le Booker, oui. Oui, c'est quelqu'un de très intéressant. Mais je connais la littérature ukrainienne, russophone et ukrainophone, beaucoup mieux, bien sûr. Et il n'y a pas beaucoup des auteurs ukrainiens qui sont traduits. Mais il y a un livre que j'adore, édité il y a 2 ans par Gallimard, Darou c'est la douce, dans la série Du monde entier. C'est une dame écrivain qui est aussi le membre du Parlement ukrainien, qui vient de Bukovina, de la frontière avec la Roumanie. Il écrit en fait en ukrainien dans le dialecte de Bukovina. C'est très joli, mais c'est pas vraiment possible de traduire. Oui, mais le roman est très, très fort. Et c'est le roman sur l'histoire de cette région, parce que là, une petite région de Bukovina appartient pendant 20 ans à 14 États différents. Et c'est une histoire de 3 générations d'une famille, mais avec une histoire centrale qui se passe dans le temps soviétique. Et je crois qu'elle va avoir un autre livre en français peut-être l'année prochaine. Les autres auteurs intéressants, c'est Yurko Vinnichuk, qui est le personnage dans le concert posthume de Jimi Hendrix. Ah, d'accord. Avec son adresse, on trouve là, dans le livre. Oui. Oui. C'est un des meilleurs, il est ukrainophone, de Lviv. Il a écrit un roman magnifique sur la vie à Lviv entre la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment un grand roman. Il travaille beaucoup dans les archives, c'est-à-dire qu'il y a aussi des détails historiques qui ne sont pas connus dans ce roman. Maintenant, il a écrit un roman qui s'appelle Le pharmacien. C'est un roman, une histoire qui se passe là, aussi à Lemberg, dans le XVIe siècle. C'est aussi très intéressant. Mais encore, je peux évoquer peut-être Taras Prochaska, mais il n'est pas traduit. Il écrit aussi, les meilleurs livres en ukrainien sont écrits dans les dialectes, pas dans l'ukrainien standard, parce que Taras Prochaska, il habite dans les Carpates, il écrit dans le dialecte de Galicie. Mais il est un styliste de qualité parce qu'il écrit en ukrainien presque comme en allemand. C'est difficile à expliquer, comme en allemand. C'est-à-dire que l'ordre des mots dans ces textes pas changeable. Mais bien sûr, la structure des langues libres, des langues russes, des langues ukrainiennes, on peut jouer avec l'ordre, tout ça, mais il construit le texte très spécialement, très intéressant. Super, super, merci. Est-ce qu'il y a des auteurs de fiction qui vous ont inspiré Fiction oui, j'adore Knut Hamsun. Est-ce que vous connaissez cet auteur norvégien avec une biographie très noire? Il était
pratiquement fasciste qui soutenait Hitler pendant l'occupation, mais il était pardonné par la nation à cause de ses livres, parce que c'est des romans magnifiques, très scandinaves, bien sûr. J'aime Hermann Hesse, j'aime Kafka, Albert Camus, Maxime Gorky, les premiers livres, pas les derniers romans. Oui, Andrei Platonov, c'est mon auteur préféré, mais il est moins connu. Mais c'est quelqu'un aussi très intéressant des années 20-30. Il était mort dans les années 50, mais il n'était pas publié déjà quand il était mort. Daniel Harms et Bulgakov, Gogol, Tchekhov, bien sûr. Je dois dire une chose horrible, je n'aime pas Dostoïevski. Mais c'est très personnel, c'est traditionnel. Toutes les questions, toutes les affaires sont disputées à table avec des vodka ou du vin. Mais il y a une autre raison. En fait, vous ne trouverez pas dans mes romans les fumeurs. C'est-à-dire, j'ai remplacé ça avec l'alcool. Et une autre chose, je laisse mes personnages boire plus que moi. C'est-à-dire que je passe l'alcool que je peux boire à mes personnages. Comme ça, c'est aussi pour ma santé. Je voudrais vous demander, vous avez cité Gogol, Bulgakov, et ce sont des écrivains ukrainiens qui ont écrit en russe. Est-ce qu'on peut considérer, de votre point de vue, que l'Ukraine, pendant un bon moment, a été obligée, pour ses intellectuels en tout cas, de s'exprimer en russe, et même en allant pour aller à l'université et réussir, il valait mieux donc bien posséder le russe plutôt que l'ukrainien. Est-ce qu'en quelque sorte on pourrait arguer que les Ukrainiens, dans leur psychologie ou dans les faits, sont des gens ou ont été des gens colonisés et que ça, ils se sentent frustrés à cet égard? C'est une question. Oui, colonisé peut-être non, mais russifié, oui, parce que la langue ukrainienne était interdite en Ukraine par deux tsars, par Alexandre je crois le premier et Alexandre le II. En 19e siècle, il y avait 40 décrets dans lesquels, par exemple, la publication des chansons ukrainiennes en Ukraine était interdite. L'utilisation d'ukrainien dans l'espace public était interdite et tout ça. Et bien sûr, cette histoire était utilisée par les politiciens nationalistes, bien sûr, pour dire que oui, l'ukrainien était traité comme la langue des paysans et en fait, en 1991, quand l'Ukraine était devenue indépendante et la langue ukrainienne était devenue la langue officielle, on a compris que, par exemple, dans les sciences différentes, dans la médecine, il n'y a pas de mots ukrainiens pour les maladies, pour les médicaments, pour les choses, parce que toujours c'était les mots russes qui étaient utilisés. Et je me souviens, les années 80, quand les gens russophones considéraient les gens ukrainophones comme nationalistes, parce qu'ils parlaient ukrainien, et ils ne pensaient pas que l'ukrainien c'était la langue maternelle pour ces gens. Et c'était la même attitude parfois des gens de KGB qui cherchaient les nationalistes bourgeois ukrainiens parmi les ukrainophones. Mais dans le même moment, il y avait toujours des Ukrainiens qui étaient prêts de s'adapter au système soviétique, à la culture soviétique communiste, qui voulaient faire la carrière à Moscou, et à cause de ça, ils étaient prêts d'oublier la langue maternelle. Et à cause de ça, parmi 6 chefs d'État soviétiques, 3 étaient d'Ukraine. Nikita Khrushchev, Brezhnev et Tchernenko. En Géorgie, 2 Russes, Andropov et Gorbatchev, et 3 Ukrainiens.
Oui, à propos optimisme, je suis un optimiste. Je me souviens des temps beaucoup plus compliqués pour l'Ukraine que la situation d'aujourd'hui. Je me souviens du début des années 90 quand on a eu des guerres de mafia sur les rues et chaque personne qui a gagné $100 tout de suite installait les métal, et moi aussi. Et je me souviens quand un de mes amis m'a demandé si je suis encore optimiste ou déjà devenu un pessimiste comme tous. Et je disais que non, je suis un optimiste, mais maintenant je suis un optimiste noir. Et il demandait c'est quoi l'optimiste noir, et j'expliquais c'est quelqu'un qui sait que tout va finir bien, mais il n'est pas sûr qu'il va survivre jusqu'à ce moment. Maintenant je suis un optimiste gris. Je suis un optimiste gris, je suis presque sûr que je vais survivre jusqu'à le happy end. Ah, c'est bien. Est-ce qu'on peut dire que le niveau économique de la population en Ukraine est nettement plus bas qu'en Russie, ou égal, si on peut généraliser, bien sûr, la Russie est un pays immense et l'Ukraine aussi. Et est-ce qu'on peut imaginer que les États ayant chacun un intérêt, etc., il y a un souhait pour permettre au gouvernement russe de rester populaire auprès de la population russe. Je m'excuse, c'est pas clair ce que je dis, mais en gros, est-ce qu'elle a tout intérêt à ce que le niveau économique en Ukraine reste toujours plus bas? C'est pas du tout bas. En fait, on a pensé que le pays va collapser économiquement après l'annexion, après la guerre, mais tout fonctionne, tout marche. L'Ukraine a exporté je ne sais pas combien de millions de tonnes de blé, cette année. Il y a une économie, comment on dit, noire, pas officielle, qui travaille très très bien. Comme ça, je crois qu'on a moins des gens au chômage qu'Espagne ou Grèce, beaucoup moins. Et aussi dans les villages, les gens cultivent les pommes de terre, les légumes, tout ça, c'est-à-dire que les gens ne dépendent pas d'État, si beaucoup comme en Russie. Comme en Russie. Oui, en Russie, dans les régions, par exemple en Ural, dans les régions de Sibérie, la situation économique est plus pire qu'en Ukraine, beaucoup plus pire. Oui, les gens sont très pauvres. Bon, je voudrais quand même revenir à l'écrivain, plutôt que de rester sur l'analyste politique. Si vous permettez, je vous ferai un feedback de ce que je ressens à travers quelques livres que j'ai lus. Ça peut être amusant. Je sais que ce n'est qu'un feedback et qu'il peut y en avoir des tas d'autres. J'ai l'impression que, d'abord, dans vos livres, quand je lis vos livres, c'est près de vous que je suis, plus que des personnages. Je sens votre réflexion. Et je la sens comment? Je la sens comme un personnage, l'auteur, qui sort un peu de lui-même, qui s'élève et qui prend à ce moment-là de la distance sur ce qu'il voit, mais en prenant cette hauteur, il voit encore plus précisément beaucoup de choses. Et ces beaucoup de choses, il va pouvoir les exprimer sans beaucoup de passion, ni beaucoup de désespoir, mais avec le mot incisif juste. Si bien que toute cette ambiance que je vois, je la vois en noir et blanc, mais avec des tas de nuances, en gris, de façon à ce que l'œil de l'auteur soit encore plus explicite au lecteur que toute analyse politique
on voit à travers vos personnages de la culture post-soviétique, on voit des comportements, on voit des traditions, on les voit encore mieux que si on les expliquait. Ouais, bien sûr. Je voulais vous faire un feedback qu'on peut faire à l'auteur. Got it.